C'est bon. Ok. Bien, eh ben, Vlad, bon courage. J'espère qu'Aurélien t'a beaucoup aidé, vu la densité. Oui, Je te alors laisse la parole. bienvenue pour la revue d'actualité de l'OCIR. Donc une revue d'actualité, comme vous le verrez, un peu particulière, suite aux événements de ces derniers jours. Donc la revue vous a été préparée avec amour et à l'arrache, comme d'habitude, par Aurélien et moi. Et il y a pas mal de sujets qu'on a éludés parce qu'en fait, manque de temps du fait de, encore une fois, certains événements, mais je préfère vous garder la surprise, même si je pense que vous devinez tous. Alors déjà, c'est ce que je mettais tout à l'heure, c'est vous avez passé un bon week-end, ça va? Tout va bien en ce moment? On en reparlera tout à l'heure. Alors, comme traditionnellement, nous débutons par le bulletin Microsoft. Donc un bulletin assez sérieux qui a été publié en octobre et un prochain à venir en novembre d'ailleurs. Il y a un peu un mélange des deux d'ailleurs ici. Pardon, en novembre et en décembre, vous avez un petit peu un mélange des deux ici, en particulier des exécutions de code à distance sur Exchange, qui pour le coup cette fois nécessitent une authentification, mais en général une authentification sur Exchange sur une cible, c'est pas si compliqué que ça à avoir. Et là vous avez un code d'exploitation, un exemple de code d'exploitation. Également des exécutions de code à distance sur RDP, donc ça c'est plutôt embêtant. Et l'élévation de privilèges, bon, code d'exploitation. Et les deux dernières sont assez intéressantes. J'ai pas eu le temps de beaucoup les creuser, mais la première, en fait, dans un domaine Active Directory, permet d'usurper un compte machine, parce qu'en fait, les comptes machines sur Windows Active Directory se terminent par un $. Et en fait, il y a un problème de vérification. Si vous enlevez le dollar et vous prenez le nom d'une machine, vous pouvez l'usurper. Et la deuxième vulnérabilité, elle permet en fait de générer un ticket Kerberos particulier, donc d'usurper finalement un compte à privilège et de prendre les privilèges administrateurs du domaine. Vous avez pas mal de codes d'exploitation ici et plusieurs articles qui sont complémentaires, même si je trouve que le dernier est quand même celui qui est le plus clair parce qu'il utilise des lignes de commande entre guillemets standards sans outils vraiment spécifiques. Ensuite, concernant, bon ça c'est juste, j'ai mis à jour le tableau qui présente en fait les différentes versions de Windows 10 parce que c'est quand même un peu compliqué, avec les nouvelles versions sorties récemment. Voilà, donc vous avez en particulier la version 19.09 qui sera en fin de vie l'année prochaine, donc plus supportée. Donc faites attention à vos mises à jour Windows 10. Globalement, il y a une annonce récente de Microsoft. Windows 10 sera supporté jusqu'en 2025. C'est 10 ans, finalement, c'est pas si mal que ça. Voilà, le plus long, c'était Windows XP. Autre fait intéressant, suite au bulletin de mise à jour de novembre de cette année, une des fonctionnalités de Windows qui est, alors c'est S4U to Self, qui est en fait une fonctionnalité qui permet d'impersonnifier un ticket Kerberos. En fait, il y a eu un problème dans le correctif, ce qui fait que la fonctionnalité ne marchait plus. Mais comme cette fonctionnalité est parfois utilisée en offensif, finalement, grâce à ce bug, vous étiez mieux sécurisé. Quelques vulnérabilités rapides sur Microsoft. La dernière est intéressante parce qu'en fait elle permet en particulier de prendre le contrôle de n'importe quel fichier sur un OS Windows. Celle-là, ça va dépendre de l'heure qu'il est, mais théoriquement pour l'instant c'est encore une 0-day. En fait, quand donc il y a Microsoft avec ses navigateurs, IE Edge et même d'autres de ses outils supportent un certain nombre de, alors je sais jamais comment on le dit, des schemes en anglais, mais des schémas d'accès et un en particulier qui vient avec l'installation de Teams qui s'appelle MS-Office CMD 2 points et qui permet dans ce cas-là d'exécuter du code. C'est-à-dire que vous avez une page web, votre page web fait une redirection vers un lien comme ça et Internet Explorer ainsi que le navigateur Edge vont interpréter ce lien et de façon totalement transparente là exécuter du code, donc exécuter la ligne de commande que j'ai mis ici en rouge. C'est très utilisé, moi j'utilise pas mal sur des phishing ou des choses comme ça où on utilise l'auto-ouverture des documents Word, Excel et PowerPoint. Ça marche très bien avec IE et Edge et avec les autres navigateurs comme Firefox et Chrome, il y a juste une petite alerte. Voilà, bon, c'est intéressant. Si vous avez un phishing, une opération phishing que vous êtes en train de réaliser, vous avez peut-être encore le temps d'utiliser cette technique avant qu'elle ne soit corrigée. Ensuite, côté Apple, gros bulletin de correctif côté iOS avec pas mal d'exécutions de code à distance et en particulier la correction des vulnérabilités qui avaient été présentées à la compétition Tianfu Cup dont nous avions parlé le mois dernier.
qui d'ailleurs touche aussi macOS. Côté Linux, exécution de code à distance, mais bon, aujourd'hui une RCE, c'est plus à la mode, donc je passe rapidement dessus. C'est pas très intéressant parce qu'il faut avoir accès à Linux, alors qu'il y a des choses beaucoup plus intéressantes que nous verrons tout à l'heure. VMware, vSphere, donc quelques vulnérabilités, une lecture de fichiers arbitraires à distance, ça c'est intéressant, et la dernière, une exécution de code lors de la journalisation, et puis nous en parlerons tout à l'heure. Des vulnérabilités des années 90, donc pas mal de pass traversal qui permettent par une simple requête web d'accéder à des fichiers auxquels on ne devrait pas avoir accès. Donc il y a Apache API6 que je ne connaissais pas, qui est une espèce d'API gateway qui permet de centraliser les différentes API sous forme de microservices. Grafana également vulnérable. Je crois que ça fait beaucoup de bruit. Je crois que c'est Twitter, GitHub, je sais plus l'un des deux qui était vulnérable. Grafana a pas mal de vulnérabilités là ces temps-ci. Et puis une dernière, exécution de code sur GitLab CE, mais là encore une exécution de code sur un outil finalement, qu'est-ce que c'est? Pas si grave. WordPress, là encore, lecture de fichiers arbitraires. Je pense que les années 90 ont appelé parce qu'on leur a volé leur vulnérabilité. Celle du milieu est très intéressante sur Firefox. Une vulnérabilité qui a été découverte par Tavis Ormandy, où en fait, donc quand vous générez un certificat, il y a une limite qui est de 16 kilobits, et si vous dépassez cette limite, vous arrivez à un dépassement de mémoire et vous pouvez potentiellement avoir une exécution de code. Très très intéressant, l'article est très intéressant également. Alors là, c'est juste le code d'exploitation, mais c'est vraiment intéressant à lire, surtout la démarche qu'il a eue pour trouver ça. Et puis le dernier point, oui, Manage Engine, donc exécution de code Java à distance. D'ailleurs, il faut que je remette en minuscule. Alors, on va attaquer les choses intéressantes. Gros sujet, Palo Alto et Randori. Alors, petit warning, enfin petite alerte sur la droite, Randori n'a rien à voir avec l'entreprise française Randorisec, entreprise bordelaise. Randori est une entreprise américaine. Randori tout court. Donc en fait, Randori a publié un article sur une vulnérabilité qui touchait les VPN Global Protect de Palo Alto et qui est une exécution de code à distance sans authentification, donc relativement critique. Et dans leur blog, Randori a publié la chronologie que vous voyez en bas. Et quand on regarde, à gauche, on voit qu'ils ont commencé à chercher. Et puis finalement, il n'y a pas beaucoup d'étapes. Et à la fin, on voit qu'ils ont remonté la vulnérabilité à Palo Alto. Et on se dit que là, vu comme ça, de loin, ça a l'air bien. Ils ont remonté la chose très rapidement à Palo Alto. Quand on met la véritable échelle, en fait, on découvre qu'ils se sont gardés la vulnérabilité pendant 1 an. Avant de la remonter à Palo Alto, et donc l'ont utilisé lors de leurs différentes opérations de pentest et de red team. Alors je sais pas comment est-ce qu'ils ont expliqué à leurs clients qu'ils avaient poncé leur VPN et quelles recommandations ils leur avaient données, mais bon, en tout cas en termes d'éthique c'est un peu moyen. Et surtout que ce genre de vulnérabilité est assez souvent lié à on peut la retrouver par des collisions de bugs, et que là on regarde très rapidement sur Showdown, on voit qu'on a à peu près un peu plus de 84 000 firewall Palo Alto sur internet. Bon, c'est un peu limite. Donc c'est déjà premier bad buzz vis-à-vis du fait de garder cette vulnérabilité qui est quand même assez critique. Deuxième problème, c'est que Palo Alto a publié un bulletin correctif, un bulletin de sécurité sur la vulnérabilité et le correctif, mais a communiqué en disant pas d'inquiétude, en fait la vulnérabilité était corrigée depuis 1 an. Mais le problème, c'est que les release notes Palo Alto sont incrémentales, c'est-à-dire qu'en fait, vous ne pouvez pas accéder à la précédente, ce sont les mêmes qui sont modifiés au fur et à mesure avec les nouveaux ajouts. Donc, pas possible de vérifier. Heureusement, le cache Google, le hasard du cache Google fait que Google a enregistré la dernière mise à jour d'octobre, et donc pas celle de novembre, avec l'ajout de cette vulnérabilité. Et en fait, Palo Alto a menti. La vulnérabilité, en tout cas, n'était pas annoncée dans le bulletin correctif de novembre, ça a été modifié soit en octobre, soit en novembre, mais pas du tout il y a 1 an comme annoncé par Palo Alto. Donc là, second bad buzz, parce qu'en fait, c'est pas forcément très très bien de l'éditeur d'avoir un peu fait croire à tout le monde qu'ils avaient annoncé le correctif de la vulnérabilité, alors que c'était pas du tout le cas. C'est-à-dire que s'ils l'ont corrigé, très bien, mais c'est sans le dire, sans en avertir les clients de la solution. Et en bonus, troisième bad buzz, c'est que toute cette histoire a relancé aussi le débat de la divulgation responsable, parce qu'apparemment, je crois que Palo Alto n'a pas de bug bounty, ou en tout cas ne rémunère pas sérieusement les chercheurs en vulnérabilité. Et donc, j'aime bien cette blague. En gros, voilà, tu as trouvé une vulnérabilité sur un équipement qui vaut 100 000 €. Tout ce que je peux te faire, c'est $50 et un t-shirt. Mais bon.
Là, on parle juste de vulnérabilité, exécution de code à distance sur un firewall, enfin un VPN firewall. Voilà, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? C'est pas grand-chose. Il y a quand même des choses beaucoup plus sérieuses dont nous allons pouvoir discuter. Et nous allons discuter maintenant de Log4j. Vulnérabilité très intéressante qui, à mon avis, vous a tous fait passer un très bon week-end. Donc pour rappel, Log4j, c'est une bibliothèque qui permet de tout simplement loguer des événements en Java et qui est très 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 utilisée. Et en particulier, lorsqu'elle journalise un événement, cette bibliothèque fait qu'elle interprète les variables qui sont notées $accolade, le nom de la variable $accolade, pardon. En parallèle, cette bibliothèque, je vais me faire taper dessus par Hervé, cette bibliothèque supporte aussi les chemins JNDI qui permettent d'aller chercher une information sur le réseau à partir de plusieurs protocoles. Là, je vous ai mis un exemple avec du LDAP, mais ça supporte aussi du RMI, du Corba, du DNS, donc c'est très généreux, et ça permet d'aller récupérer quelque chose, enfin une information sur le réseau. À la base, a priori, c'était utilisé surtout pour transformer les SID des utilisateurs avec le vrai nom de l'utilisateur, parce qu'en fait, sous Windows par exemple, dans les domaines Active Directory, toutes les informations que vous avez sur les utilisateurs sont basées sur le SID, donc c'est le numéro, l'identifiant unique de l'utilisateur. Mais si le compte est effacé, si l'utilisateur s'en va, vous n'avez plus de correspondance entre le SID et le nom de l'utilisateur. Donc un des intérêts, a priori, c'est pour ça que ça aurait été fait, ça permet de transformer directement le SID de l'utilisateur en interrogeant Active Directory, le LDAP, et d'avoir le vrai nom de l'utilisateur dans la log. Mais le problème, c'est qu'il y a eu des travaux sur le sujet en 2016 qui démontraient comment est-ce qu'à partir d'un chemin JNDI, avoir une exécution de code. Vous prenez le tout, vous mélangez, et vous avez une exécution de code à l'écriture d'une log par la librairie Log4j. Mais bon, je pense que vous êtes tous au courant. Alors, la vulnérabilité, elle est notée au sens CVSS 10/10. Étant donné qu'en fait, on a la capacité, du fait de cette exécution de code, de toucher des ressources qui sont même plus connectées à Internet ou même pas forcément à ceux que vous visez, puisqu'en fait, il suffit que la string soit transférée à différents composants. On peut avoir une exécution de code sur ces composants. Moi, j'aurais presque noté 11/10. Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet. Déjà, ce qui est assez surprenant, mais finalement pas tant que ça, c'est que la bibliothèque est maintenue par 2 développeurs bénévoles. Donc, on est encore dans le coup exact de cette image où tout Internet est supporté par un tout petit projet open source supporté par 2 bénévoles. L'histoire de la vulnérabilité est assez drôle parce qu'en fait, à l'origine, a priori, ce seraient des joueurs de Minecraft qui auraient découvert la vulnérabilité et l'auraient exploité pour pirater des serveurs Minecraft. Moi, personnellement, je trouve que c'est un gâchis monstre parce qu'avoir une vulnérabilité de cet acabit et l'utiliser juste pour pirater du Minecraft, c'est triste. Depuis, donc, elle a été découverte et annoncée fin novembre, début décembre. Depuis début décembre, elle est exploitée massivement sur Internet. Il y a pas mal de POC, de codes d'exploitation qui sont sortis. Et elle est essentiellement utilisée, c'est en train de pivoter, mais jusqu'à il y a encore quelques heures, elle était essentiellement utilisée pour déployer des mineurs de crypto-monnaies. Là encore, quel gâchis. Là, vous avez un exemple, ça c'est sur un serveur, une attaque que j'ai reçue qui va juste en fait télécharger, il y a des wget et ça va juste télécharger soit un binaire, soit une classe Java pour exécuter un mineur de crypto-monnaie. Cisco et Cloudflare ont communiqué sur le sujet et a priori les premières exploitations dateraient de décembre. Alors, il n'y aurait pas eu d'exploitation de cette vulnérabilité avant. Pardon. Alors, maintenant la question que vous allez vous poser, et que vous vous posez à mon avis depuis quelques jours, c'est qu'est-ce qui est vulnérable? Bon, en fait, quasiment tout, enfin beaucoup de choses. Je vous recommande les 3 liens en bas. Moi, ce sont des liens, enfin des sites que j'utilise chez pas mal de clients ou même d'amis pour justement essayer d'identifier tout ce qui est vulnérable parce que la quantité d'applications vulnérables est juste gigantesque. Bon là, vous avez tous les grands du web étaient vulnérables jusqu'à ce week-end. Si vous avez des SIEM, si vos SOC ont des SIEM basés sur ELK ou Splunk par exemple, ils sont vulnérables.
Donc normalement, s'ils sont bons, ils ont mis à jour, mais potentiellement, il va falloir mettre à jour parce que là, vous avez une exécution de code sur des composants qui ne sont pas connectés à Internet et qui ont des données relativement sensibles. Bon, vous avez les VMware vCenter, donc vos ESX, il y a de fortes chances qu'ils soient vulnérables, une quantité folle de produits Cisco, bon, voilà, plein de choses. Donc vraiment, je vous recommande ces 3 liens. Le premier en particulier qui est maintenu par SweetHack, que je remercie beaucoup pour ce travail, parce que ça aide beaucoup les entreprises à identifier et à se défendre. Les 2 derniers et surtout le dernier maintiennent également un état de la vulnérabilité chez l'éditeur, c'est-à-dire si l'éditeur a confirmé qu'il était vulnérable ou pas, et s'il a publié un correctif ou pas. Donc ça peut vous faire gagner beaucoup de temps. Bon, ça c'est juste quand on va regarder sur GitHub, on trouve 2-3 projets qui utilisent la bibliothèque. Ça c'est la petite blague, c'est que on vous demande de garder vos logs, de les analyser, mais le problème c'est que votre système de collecte de logs, il y a forte chance qu'il ait une RCE. Le bulletin de l'ANSSI est régulièrement mis à jour, donc je vous recommande sa lecture. Avec les copains de Limite Sécu, nous avons également enregistré un podcast dimanche soir. Il a été publié hier matin, donc si vous ne l'avez pas écouté, je vous le recommande également. Et ce que vous pouvez faire, le travail va être très long. Avant toute chose, nous l'avons dit lors du podcast, mais ne vous cramez pas, parce qu'en fait, ça n'est pas une problématique que vous allez régler en 2 jours. Malheureusement, en plus ça tombe pendant les vacances de Noël, mais c'est quelque chose qui va durer. Donc ne vous cramez pas, ne faites pas 80 heures ou 70 heures cette semaine, parce que vous allez devoir tenir sur la durée. Le premier point le plus important, c'est vraiment d'identifier tout ce qui est vulnérable. Et c'est là que les liens que j'ai mis juste avant des 3 GitHub et sites qui identifient tout ce qui est vulnérable sont importants. C'est que ça va vous aider à savoir ce qui est vulnérable ou pas. Mais ça va vous demander une carto précise à la fois de ce que vous avez en interne, en externe, chez vos prestataires, etc. Enfin, c'est un boulot qui est énorme. Après, il va falloir prioriser. Et puis ensuite corriger ou mettre en place les différents contournements, parce qu'en fait, suivant les versions, certaines ne sont pas vulnérables, d'autres vulnérables, il y a quand même un boulot de qualification. J'ai vu aussi pas mal d'entreprises qui ont mis en place qui proposent des virtual patching. Alors vraiment, à vos risques et périls. Le premier fait par AWS me semble assez stable. Et le dernier, en fait, je l'ai mis essentiellement pour une petite phrase. Mais en gros, ce que sous-entend cette phrase, c'est que je découvre qu'il y a des logiciels propriétaires sous DRM qui embarquent des logiciels libres. C'est beau. Et voilà, c'est fini pour Log4j. Je ne sais pas si vous avez des questions tout de suite, sinon je passe à la suite. Bon, je passe à la suite. Ça, nous l'avons pas remis à jour par manque de temps. Et nous allons passer à tout ce qui est piratage. Pas mal de piratage d'envergure ces dernières semaines. Piratage du bureau Veritas. Et d'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est que le cours en bourse a même chuté. Alors, je ne sais pas si c'est forcément lié à ça, mais en tout cas, ça correspond en termes de journée. C'est vraiment tombé après la publication de l'annonce du piratage. Pas mal de vols de crypto-monnaies également, donc chez deux entreprises. Le premier piratage est une intrusion classique. Le deuxième est plus intéressant parce qu'en fait les attaquants ont réussi à voler les tokens, les jetons d'API Cloudflare, et donc à modifier le contenu de la page retournée par Cloudflare et à injecter du JavaScript qui était malveillant et qui volait les informations intéressantes des utilisateurs. GoDaddy également qui s'est fait pirater tous ses WordPress managés. Ça aussi, ça fait pas mal de bruit. LDLC, donc entreprise de distribution essentiellement de biens informatiques, mais pas que, a été piraté par le groupe Ragnar Locker, pardon. Ils ont publié pas mal de données, des centaines de gigaoctets sur leur site web. Et ce qui est assez intéressant ou triste pour les gens de LDLC, c'est que les attaquants ont publié des captures d'écran des échanges Teams des informaticiens en train d'essayer de comprendre ce qui se passait parce qu'ils avaient commencé à détecter qu'il y avait un problème sur le réseau, mais le problème c'est que leur conversation était entre guillemets espionnée par les attaquants puisqu'ils étaient capables de faire des captures d'écran des postes des administrateurs. Donc ils ont pris le contrôle de tout, les ESX, etc. Donc ça date d'il y a quelques semaines, mais bon courage encore aux gens d'LDSC s'ils sont encore sur l'incident. Autre entreprise piratée, Spar, qui a d'ailleurs fermé 300 magasins suite à une attaque de rançongiciel.
Manutan aussi, qui a été compromis par un rançongiciel et qui a eu le courage de de participer à un article en étant totalement transparent sur tout ce qui s'est passé, et c'est très intéressant. En gros, ils ont perdu tout ce qui était sous Windows, du Windows récent. C'est en gros les 2/3 de leur SI. A survécu ce qui était sous Linux ou Windows 2000 ou 2003, donc c'est plutôt rigolo. Donc il y a pas mal de bons éléments à retenir. Il y a eu quelques soucis avec Microsoft, je ne détaillerai pas ici, mais ça donne pas envie de recontacter Microsoft quand on a des problèmes de sécurité. Leur assureur a priori les a bien aidés puisqu'ils leur ont recommandé une entreprise qui les a beaucoup aidés, que je n'ai pas nommé ici. Et surtout, suite à l'enquête, le SI a été compromis 3 mois avant le chiffrement. Ce qui veut dire que là, les attaquants ont bien eu le temps de prendre connaissance de tout le SI, de se balader dedans, d'élever leurs privilèges pour ensuite tout chiffrer. Et a priori, c'était vraiment une attaque opportuniste, c'était un phishing, compromission et ensuite réutilisation des accès obtenus. Et aussi, oui, ils ont installé un EDR. Enfin, ils avaient des antivirus à jour, des choses comme ça, mais ça n'était pas été suffisant. Ils ont installé un EDR pour participer au nettoyage, qui a eu quelques effets de bord, en particulier de surconsommation de ressources sur les postes et serveurs. L'article est vraiment très bien, je vous le recommande. Il est totalement transparent. Ensuite, il y a la mutuelle Génération qui, a priori, a été piratée par le groupe Entropy. Groupe qui a priori serait un fork d'un groupe existant. Et donc voilà. Ensuite, alors sur ça c'est plutôt le piratage entre guillemets par des librairies malveillantes. Donc un certain nombre de packages malveillants ont été déployés sur le dépôt PyPy ou PyPy, je sais pas comment on le prononce en anglais, et chacune a été téléchargée un grand nombre de fois, donc c'est plutôt embêtant. La première permettait de déployer un malware plutôt ciblant Windows, et la deuxième série de packages malveillants par contre ne servait qu'à voler des tokens Discord. Particulier. Ça c'est rigolo. Donc en fait, je pense que vous connaissez le typo squatting, c'est remplacer quelques lettres d'un nom de domaine et de squatter et d'acheter le nom de domaine qui ressemble. Et en fait, a priori, il serait possible de faire la même chose en jouant sur les caractères UTF-8, en jouant sur les bits des offsets. Donc c'est plutôt rigolo de voir ça. Je sais pas quelle est vraiment si ça marche vraiment complètement, mais en tout cas, ça a l'air fonctionnel. Ça c'est une alerte du CertFR qui est plutôt intéressante. C'est qu'un groupe, le groupe APT31, depuis quelques temps essaie de pirater tout ce qui va être routeur de particuliers, ADSL, fibre et autres, pour essayer d'implanter des backdoors qui vont leur servir ensuite de faire des relais de proxy pour masquer, dissimuler leurs opérations. Pour avoir une espèce de maillage complet de proxy à réutiliser pour leurs opérations offensives. Fuite de données, Gravatar qui a été piraté avec les données qui sont en vente sur Red Forums. Concernant la disponibilité, alors AWS est encore tombé en panne. Je dis encore parce qu'en gros tous les 3 mois les plateformes cloud tombent en panne. Donc là c'était essentiellement les consoles d'administration, mais pas que. Et par contre Amazon, mais qui dépend de AWS, est tombé en panne, ce qui a empêché une grande partie des livraisons de produits vendus par Amazon. Concernant les techniques et outils, alors ça c'est très intéressant, d'ailleurs ça m'a été envoyé par l'entreprise Randorisec française, qui permet de façon totalement légitime, c'est prévu pour, de faire une acquisition du trafic réseau d'un iPhone juste en le connectant sur un PC, Windows par exemple, en utilisant un outil RVI Capture et juste de capturer tout le trafic réseau de l'iPhone. C'est plutôt intéressant et ça peut être très utile. Concernant les outils un peu plus offensifs, le premier c'est assez rigolo, c'est pour contourner les WAF, une technique utilisée exponentielle pour contourner les règles de détection des WAF. Deuxième, c'est une technique assez rigolote pour contourner les EDR en fait, parce qu'en fait ils ont un certain nombre de listes d'exclusion. Et en fait, si vous avez la capacité de renommer un programme malveillant avec un nom potentiellement bienveillant, et que vous le mettez dans un répertoire non surveillé par l'EDR, ou en tout cas de confiance, vous pouvez contourner l'EDR. Et troisième point est très rigolo, c'est une technique pour contourner les MFA, qui embête pas mal les attaquants. Et a priori, une technique
qui marcherait très très bien serait juste de harceler les cibles en leur demandant continuellement le MFA, et a priori de temps en temps les gens en ont marre et valident le MFA, que ce soit par exemple des notifications sur un iPhone, enfin un téléphone pardon, ou autre, apparemment ça fonctionne. Concernant le business et politique, alors gros sujet dans la continuité de ce qu'il y a eu le mois dernier sur NSO Group. Donc je rappelle juste, NSO Group est une entreprise israélienne qui commercialise Pegasus, qui est en gros un malware qui permet d'espionner essentiellement des smartphones iOS et Android, mais pas que. Et en gros, le gros intérêt de leur solution, c'est de proposer surtout des vulnérabilités qui permettent de déployer le malware sans interaction de la cible. En gros, vous avez accès au portail de NSO, vous rentrez un numéro de téléphone, vous faites clic, et ça compromet immédiatement la cible, et ça permet soit de télécharger ce que vous voulez, soit de vous donner accès je sais pas, aux photos, aux contacts, à la demande. Donc il y a une cohorte de journalistes, je crois 80 journalistes, qui ont récupéré une liste d'une cinquantaine de milliers de numéros de téléphone qui auraient été utilisés par un certain gouvernement, qui aurait utilisé Pegasus pour espionner ces 50 000 numéros de téléphone, dont a priori un des numéros de téléphone d'Emmanuel Macron. Donc ça fait beaucoup de bruit, et donc NSO est dans une mauvaise passe depuis quelques semaines. Et comme les vulnérabilités qu'ils utilisent sont essentiellement liées aux messageries qui sont présentes sur les téléphones, ils utilisent surtout des vulnérabilités iMessage ou WhatsApp. Et donc WhatsApp, Facebook, a attaqué en justice NSO parce qu'ils ne respectaient pas leurs conditions d'utilisation. Et ce qui est étonnant, c'est qu'NSO a essayé de passer sous le coup de l'immunité qui est donnée aux agences étatiques et aux fonctionnaires travaillant pour les agences étatiques, mais bien sûr, étant donné que c'est une entreprise privée, ça a été rejeté. Très récemment, Apple a porté plainte contre NSO. L'objectif, c'est d'empêcher NSO d'utiliser leurs outils et appareils, donc iPhone, iPad. Je sais pas trop ce que ça peut apporter, parce que je me dis qu'NSO peut quand même acheter des iPhones et des iPads, mais bon. Surtout, ce qui est intéressant, c'est que, ah oui, je l'ai pas dit, mais donc le mois dernier, les États-Unis ont mis NSO sur leur blacklist des entreprises avec lesquelles on peut faire du commerce. Donc en gros, plus aucune entreprise américaine ne peut faire du commerce avec NSO, alors c'est très compliqué. Et donc suite à ça, le président de NSO a quitté l'entreprise. Et alors il y a une information que j'ai vue ce mois-ci, c'est que apparemment Pegasus a été utilisé pour espionner les employés du département d'État américain, et on peut se demander légitimement si si le fait que NSO ait été mis sur le blacklist ne soit pas lié à ça. Il y a également le fait que Israël a décidé aussi de limiter les exportations de ses outils offensifs, c'est-à-dire qu'avant, NSO disait ne vendre que aux forces de l'ordre, aux pays qui respectent les droits de l'homme, mais en fait les clients d'NSO c'était les pires dictatures du monde, et apparemment Israël limiterait donc l'exportation des outils NSO. Ensuite, alors là, c'est plus proche de chez nous, c'est que donc l'entreprise NeoCyber est une entreprise unipersonnelle d'une personne qui travaille dans la cybersécurité et qui faisait en particulier de la négociation de rançon pour certains clients avec des groupes de cybercriminels, de rançon logicielle. Et la personne a été mise en garde à vue parce que c'est suite à l'affaire Charlie Hebdo, parce que les avocats qui travaillent sur l'affaire de l'assassinat des journalistes de Charlie Hebdo ont été piratés par un groupe, c'est Everest, par le groupe Everest, et le groupe Everest nomme directement cette personne-là de NeoCyber sur son site web en disant voilà, notre négociateur officiel c'est lui, et donc ce qui fait que c'est un peu limite en termes de légalité, et donc il a été mis en garde à vue et l'affaire suit son cours, donc je pense qu'on vous en reparlera dans les semaines ou mois à venir. Ça c'est un sujet que j'avais oublié de mettre sur les mois précédents, c'est l'affaire Horus. On en avait parlé il y a très longtemps, mais rapidement, c'est une personne de la DGSI qui, ayant accès à des données un peu sensibles, utilisait ça pour revendre des informations sur des cibles que la criminalité utilisait pour des règlements de compte. Donc il se faisait rémunérer pour ça, mais pas beaucoup. Le problème c'est que là il risque beaucoup d'années de prison pour un gain pas si énorme que ça. Autre arrestation, donc il y a EncroChat, ensuite à EncroChat. EncroChat c'était un vendeur de téléphones soi-disant sécurisés pour cybercriminels.
c'est le soi-disant sécurisé, hein, c'est celui-là qui est soi-disant, utilisé par beaucoup de cybercriminels. La gendarmerie avait trouvé une vulnérabilité dedans qui avait permis d'espionner les différents criminels et ensuite de les arrêter. Les vendeurs Sky ECC a pris la suite pour vendre des téléphones soi-disant sécurisés à des criminels. Et là aussi, il y a une vague d'arrestations qui a été réalisée grâce aux forces de l'ordre. Ça, je passe rapidement. 1 millier de personnes, mais essentiellement pour des arnaques au président qui ont été arrêtées grâce à Interpol. Autre sujet monde. Alors, un article de Wired, alors qui est plus accessible publiquement, il faut payer, mais qui est quand même intéressant si vous avez un abonnement Wired, où en gros ça décrit les modes de fonctionnement d'Amazon et en fait c'est une catastrophe. Il n'y a aucun respect des règles de sécurité de base vis-à-vis des données des clients. C'est en gros toutes les données de prod, ils fonctionnent par le mode de pizza team là où en gros l'idée c'est de dire une équipe ne peut pas dépasser ce qu'une pizza américaine permet de nourrir, c'est en gros 5 personnes. Sauf qu'en gros ils ont je sais pas 3000 équipes pizza team et quasiment tous récupèrent les données de prod, les utilisent pour des tests. Enfin c'est une catastrophe, c'est l'inverse des bonnes pratiques. Ils avaient accès à toutes les données des clients pour gagner du temps sur les livraisons. Enfin voilà, c'est faut lire l'article, c'est une catastrophe. Et un autre sujet rigolo, c'est que suite à plein de sujets sur les données personnelles, l'Europe avait demandé à ce que, en particulier, les données personnelles des gens enregistrant des noms de domaine deviennent anonymes. Et apparemment, ça pose des problèmes parce qu'en fait, comme les données sont anonymes, on peut plus savoir qui est derrière et qu'il y a quand même beaucoup d'usages illégaux des dépôts des noms de domaine. Et donc, l'Union européenne pourrait revenir en arrière là-dessus et demander à ce que pour tout nouveau nom de domaine, il y ait maintenant obligatoirement un numéro de téléphone, un nom, un mail et une adresse postale. C'est assez rigolo comme retour en arrière. Donc les bases WIS redeviendraient enfin intéressantes pour de l'inforensique, enfin de l'OSINT. Concernant les conférences passées, je suis désolé, on a un petit peu manqué de temps. Donc on a fait rapidement. Les prochaines conférences, donc il y a le CCC qui sera maintenu cette année, Insomniac en mars, BotConf en avril, Stick et FIC début juin. Alors ça va être compliqué de faire les deux, mais bon voilà. Et les trolls. Alors le premier sujet rigolo, c'est que y a une tempête géomagnétique qui a eu lieu vers le 28 octobre et potentiellement si vous avez eu des bugs à ce moment-là, ça peut être des bugs informatiques, ça pourrait être lié à cette tempête qui était tellement forte qu'elle a eu des effets assez importants. Autre chose, c'est je pense que vous le savez tous, aujourd'hui il est très compliqué d'acheter une PlayStation 5, tout comme il est très compliqué d'acheter une carte graphique du fait des mineurs de Bitcoin, et a priori, du fait des pénuries de composants électroniques, même les constructeurs de firewall type Storm Shield ont du mal à fournir. Et donc en fait ça c'est un mail de Storm Shield qui indique qu'un certain nombre de modèles sont en rupture de stock et qu'ils ne peuvent pas fournir dans des délais acceptables. Ensuite, ça c'est une étude intéressante concernant des négociations entre des entreprises et des cybercriminels suite à des déploiements de rançongiciels. Entre guillemets une méta-étude, pas vraiment une méta-étude, mais une étude sur 700 négociations qui peut être intéressante à lire, parce qu'en gros ce que ça dit c'est que finalement avoir une cyberassurance parfois c'est pas une bonne idée. Alors je dis pas que c'est pas une bonne idée, mais dans le cas des négociations, parce que les cybercriminels l'apprenant peuvent vous demander plus. Il y a différents sujets comme lorsqu'on commence à contacter les cybercriminels, c'est vraiment à négocier avec eux. Quand on clique sur le lien en fait qui permet de lancer la négo, il faut vraiment être prêt parce que le compte à rebours démarre vraiment au moment où vous prenez contact avec eux. Puis après il y a quelques règles, il faut être poli avec eux, être patient, c'est dur. J'imagine que ça va être très très dur, mais il faut pas les braquer parce que malheureusement ils peuvent faire des dégâts assez importants. Donc l'article est assez intéressant, vraiment je le recommande si vous avez le temps de le lire. En espérant par contre que vous n'ayez pas à vivre ça. Alors French Web, un truc que je connaissais pas du tout, mais c'est en gros les entreprises les plus influentes et importantes en France, et les entreprises de cybersécurité finalement sont pas très nombreuses, mais quand même. Et la première c'est Vadesecure, à la 102e place. Bon après je vous laisserai lire le classement.
Je vous laisserai également lire les commentaires sur le second point, un livre sur les blockchains qui est en vente sur Amazon. Alors je connais pas du tout les auteurs, je connais vraiment pas ces gens-là, mais les commentaires sont assez violents. Voilà, si vous voulez, vous pourrez les lire après. Ensuite, j'ai vu passer un outil qui permettait de détecter les injections de commandes et exécutions de code qui s'appelle Ocular. Ça a l'air très intéressant. Je me demande juste si c'était capable de détecter Log4j. L'article du milieu est assez rigolo. Je crois que c'est un Chinois qui, pendant que sa copine était endormie, a utilisé son smartphone pour utiliser son smartphone sous son visage pour déverrouiller son smartphone et lui a volé de l'argent comme ça. Ce qui n'est pas vraiment une bonne idée. Ensuite, il s'est fait arrêter. Le dernier, c'est Contre Nature. C'est une personne qui a publié un article sur GitHub, et qui explique comment installer Linux sur une partition NTFS, donc Windows. Je préfère même pas vous recommander d'aller lire ça, c'est vraiment contre nature. Mais ça fonctionne. Ça aussi, je crois que c'est une ONG, je suis pas sûr, mais a publié une liste des entreprises faisant de l'offensif, avec plutôt une connotation entre guillemets négative. Et donc on y trouve Nexa, NSO Group, Gamma Group. Et ce que je comprends pas, c'est qu'il y a Synactive dans la liste. Alors bon, Synactive, c'est pas trop leur business, donc c'est un peu dommage d'associer Synactive à des gens comme ça, mais bon. Ensuite, toujours dans les vulnérabilités, il y a Zerodium d'ailleurs dans la liste. Et Zerodium en ce moment recherche des vulnérabilités sur les VPN au sens VPN type NordVPN. Donc voilà, ils font un appel pour qu'on leur fournisse des vulnérabilités sur ce type de solution. Alors ça aussi, capacité d'interception légale du FBI, c'est un document qui est fuité, qui présente ce qui est capable de faire légalement le FBI. Donc ce qui est capable de demander ou de faire techniquement le FBI dans une enquête. Ce qui est intéressant de voir, c'est que, je l'ai mis au milieu, Signal, ils sont pas capables de faire grand-chose en dehors de récupérer les métadonnées et donc de savoir potentiellement à quelle date, quel utilisateur s'est connecté et potentiellement avec qui il a communiqué, mais pas le contenu des messages. Alors que sur du WhatsApp ou de l'iMessage, potentiellement, ils y arrivent. Bon, Telegram aussi, mais comme je suis moins fan de Telegram, il n'y a pas EncroChat dans la liste. Non, effectivement, il n'y a pas EncroChat, non. Alors ça aussi, j'ai vu passer un article disant que Signal, c'était fini, protégeait plus la vie privée, c'était grave, etc. Et en fait, c'est juste parce que il y a un de leurs composants qu'ils ont décidé de mettre en source fermée, qui est celui qui te permet de protéger contre les spams. Je sais pas si c'est une bonne idée ou pas, ou s'ils auraient dû mettre le composant en source ouverte et leurs règles en source fermée, mais bon, des gens se plaignent alors que bon, c'est pas grand chose non plus. Ça, par contre, c'est plus gênant, c'est le BSI, donc les renseignements allemands, qui a perdu ses clés. Et c'est malheureusement le classique, on vous demande la clé publique et vous envoyez la clé privée à la place de la clé publique, et donc c'est ce qui s'est passé. Donc même les rances font ce genre d'erreur. Le troisième point est assez rigolo, c'est que la DGSE recrute et fait passer des questionnaires, et le constat c'est que les candidats n'ont vraiment pas le niveau, ou alors que leurs questions sont vraiment bizarres, parce que typiquement c'est une des questions qui est citée, et moi il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre, parce qu'en fait ils demandent de décrire un processus léger, et très honnêtement un processus léger, j'ai mis vraiment beaucoup de temps avant de comprendre que c'était un thread. Donc je pense qu'ils posent aussi des questions qui doivent être un peu bizarres. Deux sites que je vous recommande assez intéressants pour suivre les vulnérabilités du moment. Le premier, c'est en gros un flux de toutes les vulnérabilités et les codes d'exploitation récentes. C'est assez récent, c'est pas exhaustif, c'est pas exhaustif, mais c'est pas mal. Et le deuxième, c'est assez rigolo, c'est ça vous présente uniquement les vulnérabilités les plus populaires selon Twitter, c'est-à-dire selon leur popularité dans Twitter. Si tout le monde en parle, elles se retrouveront dans ce petit classement. Ce qui est assez rigolo. En tout cas, ça vous permet de savoir ce qui bouge vraiment. Ça date de tout à l'heure, c'est assez flippant, c'est que la commande tar sous Linux, enfin Linux BSD, etc., permet potentiellement de faire une requête sur Internet, et apparemment c'est connu depuis 1992, et il y a un paramètre qui permet de bloquer ça. Et dernier slide, donc ça aussi j'ai vu passer ça, c'est Nicolas Ruff qui m'a envoyé ça tout à l'heure. A priori, en Java, quand on fait des comparaisons d'URL, il
il y a une résolution DNS qui est réalisée pour comparer les URL et la comparaison marche par rapport à l'adresse IP. C'est-à-dire que vous avez la même adresse IP, ça considère que les deux URL sont identiques. Et donc potentiellement ça peut poser des problèmes de filtrage, et je crois qu'aussi la fonctionnalité est bloquante, donc ça peut aussi potentiellement créer des dénis de service sur Java. Mais ce n'est pas non plus une exécution de code, en tout cas pour l'instant. Et voilà, donc prochaine réunion le 11 janvier 2022, toujours malheureusement en visio. Et sur ce, donc les développeurs .NET vous souhaitent un joyeux Noël, et les développeurs Python vous souhaitent une bonne année. Si vous avez des questions ou des remarques, ou si j'ai oublié des choses, n'hésitez pas.